L'Iran a piégé le détroit d'Ormuz avec des mines explosives. Trump, très en colère, menace l'Iran. Retirez-les ou les conséquences seront sans précédent. Il y a des actes de guerre silencieux et il y a des actes de guerre bruyants. Les frappes aériennes sont bruyantes. Les missiles balistiques sont bruyants. Ils illuminent le ciel, ils font trembler les immeubles, ils produisent des images spectaculaires que les chaînes d'information diffusent en boucle et que les présidents commentent depuis leur podium. Mais les mines navales sont silencieuses. Elles descendent sous la surface. Elles attendent au fond ou à mi-profondeur, dans le noir et le sel, avec une patience que les bombes ne connaissent pas. Et quand elles explosent, ce n'est pas un immeuble qui s'effondre et un quartier qui brûle. C'est l'ensemble du commerce mondial qui s'arrête de respirer. C'est ce que l'Iran a compris depuis des décennies. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer au 12e jour d'une guerre qu'il n'a pas choisie, dans les eaux du détroit le plus surveillé et le plus stratégique de la planète. Salut la famille, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez me soutenir en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous, et merci de l'avoir fait, on continue. Le mardi 10 mars 2026, des sources proches des services de renseignement américains ont confirmé à CNN ce que tout le monde redoutait, mais que personne n'avait encore officiellement nommé. L'Iran avait commencé à déposer des mines navales dans le détroit d'Ormuz. Quelques dizaines d'engins, précisent les sources. Quelques dizaines seulement, sur un stock total que les estimations occidentales évaluent entre 3000 et 6000 unités. L'Iran, en d'autres termes, n'a utilisé que 5 à 10% de sa capacité de minage. Il a posé juste assez de mines pour que le message soit entendu, juste assez pour que les marchés tremblent, juste assez pour que Donald Trump se réveille au milieu de la nuit et commence à rédiger sur Truth Social des menaces qu'il n'avait pas encore utilisées. Mais il a gardé entre 80 et 90% de sa flotte de petites embarcations poseurs de mines intactes et disponibles. Ce n'est pas un acte de guerre incontrôlé. C'est une démonstration de puissance mesurée, calibrée, délibérément incomplète pour laisser à l'adversaire le temps de comprendre ce qui l'attend s'il continue. La réaction de Donald Trump est venue dans l'heure. Sur Truth Social, le président américain a écrit les mots les plus révélateurs qu'il ait publiés depuis le début de ce conflit. Si, pour une raison quelconque, des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Il a ajouté dans le même message, comme s'il tendait une perche à moitié fermée, si, en revanche, il retire ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction. Lire ces deux phrases ensemble, c'est lire la psychologie d'un homme pris en étau entre la fureur de l'homme fort et la panique de l'économiste. Un homme qui comprend que 5% de l'arsenal minier iranien vient de faire basculer les marchés pétroliers de façon spectaculaire. Un homme qui réalise que si l'Iran déploie ne serait-ce que la moitié de ses mines, selon l'expert Stéphane Audran cité par Le Grand Continent, le détroit est bloqué pour des mois, voire des années. Pas des semaines, des années. Et tout cela pendant que le baril de pétrole avait déjà atteint 119,5 $ à son pic du lundi 9 mars, repartant de 67 $ le 28 février. En 12 jours, une hausse de 78% en 12 jours. Pour une économie américaine dont l'essence à la pompe avait déjà doublé en une semaine, c'est la définition d'une catastrophe politique intérieure. Mais avant d'aller plus loin dans la lecture politique de cette séquence, il faut s'arrêter sur ce qu'est réellement une mine navale et pourquoi cet armement aussi ancien que la guerre des tankers des années 1980 est capable de faire ce qu'aucun missile iranien, aussi sophistiqué soit-il, ne peut faire seul. Les mines navales se déclinent en plusieurs familles. Les mines dérivantes flottent en surface, portées par les courants, elles heurtent la coque et explosent. Les mines mouillées sont ancrées à un câble sous la surface, à profondeur calculée pour toucher la quille ou le flanc d'un navire. Les mines dites à influence, les plus modernes et les plus redoutables, ne nécessitent aucun contact physique. Elles détectent la signature acoustique ou magnétique du navire qui passe au-dessus d'elles et déclenchent leur charge de façon autonome. Elles peuvent être programmées pour ignorer certains types de bâtiments, pour ne se déclencher qu'au passage du 3e ou du 5e navire, pour résister aux tentatives de déminage électronique. Un ancien haut gradé de la marine française a résumé leur efficacité avec une formule que les compagnies maritimes devraient graver dans leur salle de direction. À la première coque qui saute, tout était bloqué. Pas besoin de couler tous les navires. L'effet psychologique suffit. Et l'effet psychologique, en l'occurrence, se mesure en dollars par baril.
L'Iran possède entre 3000 et 6000 de ces engins selon les estimations, dont la majorité sont produits localement ou acquis auprès de la Chine et de la Russie au fil des décennies. 6000 mines dans un détroit de 39 km à sa partie la plus étroite, avec une voie montante et une voie descendante d'environ 2 km chacune, dans des eaux peu profondes, souvent brumeuses, encombrées par le trafic le plus dense du monde pétrolier. Les experts de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, ont calculé qu'il suffirait de déployer 5% de cet arsenal pour rendre le détroit fonctionnellement impraticable pendant une durée indéterminée. 5%, 300 mines. Et l'Iran n'en a posé que quelques dizaines jusqu'ici, en gardant les 90% restants sous le coude. La guerre des tankers des années 1980 a déjà fourni le mode d'emploi. À l'époque, pendant le conflit Iran-Irak, l'Iran avait mouillé des mines dans le golfe Persique, forçant les États-Unis à organiser des convois escortés et à déployer des chasseurs de mines dans la zone pour sécuriser le passage. Cette campagne avait duré des années, elle avait gravement perturbé le commerce mondial de pétrole, et elle avait été menée avec une fraction de l'arsenal minier que l'Iran a accumulé depuis lors, en 40 années de sanctions, de menaces et de préparation systématique à exactement ce scénario. Pendant la guerre du Golfe de 1991, les forces irakiennes avaient mouillé 1300 mines dans la région. L'une d'elles, un engin qui valait quelques dizaines de milliers de dollars selon les estimations, avait gravement endommagé le croiseur USS Princeton, un navire de guerre américain de plusieurs centaines de millions de dollars. L'asymétrie économique de l'arme mine est sa propriété la plus redoutable. Elle coûte presque rien à poser et presque tout à neutraliser. Car le déminage est un travail d'une lenteur et d'une complexité que le grand public n'imagine pas. Il ne s'agit pas de passer un bateau dans la zone et de ramasser les mines comme on ramasserait des cailloux. Il faut des chasseurs de mines spécialisés, équipés de sonars basse fréquence, capables de naviguer lentement dans des eaux dangereuses, d'identifier chaque anomalie du fond marin, d'envoyer des plongeurs ou des drones sous-marins pour neutraliser les engins un à un. C'est un travail qui prend des semaines pour couvrir quelques kilomètres carrés, et pendant ce temps, le trafic est suspendu. Le pétrole n'arrive pas. Les marchés continuent de s'emballer. Les compagnies d'assurance maritime, qui ont déjà multiplié leurs primes par 10 depuis le début de la guerre, refusent de couvrir des navires qui navigueraient dans une zone minée dont le périmètre exact est inconnu. L'agence maritime britannique UKMTO a répertorié 17 navires attaqués dans le Golfe depuis le 28 février. Au seul 11 mars, 3 autres navires avaient été frappés par des projectiles de nature indéterminée. Un porte-conteneurs, un cargo, et un vraquier thaïlandais qui avait quitté le golfe Persique à vide après avoir déchargé sa cargaison et qui se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment dans les eaux qui entourent le détroit. Ce qui rend la situation encore plus inconfortable pour la marine américaine, c'est l'état de ses propres capacités de contre-minage. France 24 a cité dans un article publié le 12 mars les conclusions d'un rapport du Centre pour la stratégie maritime américain. L'US Navy démantèle ses capacités déjà limitées de lutte contre les mines sans déployer de remplaçants éprouvés. Ce rapport, publié l'année précédente, qualifiait cette situation de talon d'Achille potentiel de la marine américaine. Et il se révèle prophétique. Les Britanniques ont retiré en décembre le dernier de leurs 4 chasseurs de mines qu'ils maintenaient dans le Golfe depuis 2003. Les Français qui envoyaient régulièrement 2 chasseurs de mines dans la zone ne le font plus et leur flotte dédiée est passée de 13 navires à 8. Selon Elie Tenenbaum, chercheur à l'IFRI, les capacités européennes de lutte contre les mines sont supérieures à celles de l'US Navy, mais de toute façon totalement insuffisantes pour faire face aujourd'hui à cette menace. On ne peut pas s'empêcher de noter l'ironie tragique de cette situation. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu dans le Golfe une présence navale colossale, des groupes aéronavals, des frégates, des destroyers, des sous-marins, tout ce que la puissance militaire américaine peut projeter à des milliers de kilomètres de ses côtes. Et la faiblesse qui les menace le plus n'est pas face à ces armements. C'est face à des engins qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars et qui sont posés depuis de petites embarcations, de nuit, dans des eaux peu profondes. L'annonce de la destruction, par les forces américaines, de 16 navires poseurs de mines iraniens, puis de 28 selon Trump dans les heures qui ont suivi, a produit un effet de communication spectaculaire mais stratégiquement limité. Des embarcations légères de pose de mines sont remplaçables. Les mines elles-mêmes, les 3000 à 6000 que l'Iran stocke dans des arsenaux dispersés sur ses côtes, ne le sont pas dans l'immédiat si les stocks sont détruits. Mais si les stocks ne sont pas détruits, si les entrepôts de mines ont été évacués et dispersés avec la même rigueur que les Iraniens ont évacué leurs autres équipements stratégiques depuis le début de la guerre, alors détruire des bateaux poseurs de mines ne résout rien. De nouveaux bateaux prendront la mer, de nouveaux équipages déposeront de nouvelles mines.
Et la question de fond reste posée. Comment ouvrir un détroit dans lequel des mines pourraient se trouver n'importe où, déposées depuis n'importe quelle embarcation de quelques tonnes, la nuit, sous la surface? Ce que la marine iranienne est en train de faire avec les mines, c'est appliquer exactement la même logique que celle qu'elle a appliquée avec ses drones et ses missiles depuis le premier jour. Saturation, persistance, asymétrie de coûts. Un drone Shahed coûte 20 000 $. Un intercepteur Patriot PAC-3 coûte 13 millions. Une mine navale coûte quelques dizaines de milliers de dollars. Neutraliser cette mine en zone de combat, dans des eaux inconnues, avec des plongeurs ou des drones sous-marins, mobilise des équipements et des moyens humains qui coûtent des millions. Et refuser de neutraliser la mine, c'est bloquer un trafic qui représente chaque jour des milliards de dollars de pétrole, de gaz, de marchandises diverses. L'asymétrie n'est pas seulement militaire, elle est économique. Et c'est cette asymétrie économique, plus que les missiles, plus que les drones, plus que les bataillons de la garde, qui est le vrai talon d'Achille de la puissance américaine dans ce conflit. Le secrétaire à l'énergie Chris Wright a cru un moment pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Il a publié sur X un message déclarant que la marine américaine avait escorté avec succès un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche a retiré le message quelques heures plus tard et a officiellement démenti l'information. Aucun pétrolier américain n'avait traversé le détroit. La porte-parole Caroline Leavitt a ensuite assuré à la presse que les prix à la pompe baisseraient après la fin de la guerre en Iran, plus bas qu'avant le début des hostilités. Cette promesse, faite dans un pays où l'essence avait déjà doublé en 10 jours, illustre le niveau de déconnexion entre le discours officiel américain et la réalité physique du détroit. Les porte-paroles des gardiens de la Révolution ont répondu directement. Aucun navire de guerre américain n'a osé s'approcher de la mer d'Oman, du golfe Persique ou du détroit d'Ormuz durant ce conflit. C'est leur façon de dire que la souveraineté de fait sur ces eaux appartient, pour le moment, à l'Iran. Les gardiens avaient déposé leurs revendications en termes clairs dès le début du conflit. Le général Ebrahim Jabari avait déclaré le 3 mars que l'Iran brûlerait tout navire tentant de franchir la zone et bloquerait toute exportation pétrolière du Golfe vers les ennemis de Téhéran. 3 jours plus tard, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, avait nuancé ce discours, en affirmant que l'Iran n'avait pas l'intention de fermer le passage. Puis le 10 mars, l'Iran était revenu à la position dure en annonçant qu'il ne permettrait pas l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu'à nouvel ordre. Ces oscillations entre fermeture totale et ouverture partielle, entre menaces absolues et nuances diplomatiques, ne sont pas des contradictions. Elles sont une stratégie de pression dosée, un thermostat que l'Iran règle en fonction de ce qu'il veut obtenir à chaque moment. Le détroit d'Ormuz est devenu entre ses mains un instrument de négociation dont il ajuste la pression selon l'évolution du conflit et les signaux qu'il veut envoyer à Washington, à Moscou, à Pékin et aux capitales du Golfe. Et cette capacité à doser, à calibrer, à menacer sans tout déclencher d'un coup est précisément ce que l'administration Trump n'avait pas anticipé. Le secrétaire à l'énergie Chris Wright avait rencontré Trump le 18 février, 10 jours avant le début des frappes, et avait déclaré qu'il n'y avait aucun problème dans le détroit d'Ormuz, que les prix montraient peut-être un peu. C'est une erreur d'évaluation stupéfiante pour un conseiller dont le travail est précisément de comprendre la géographie énergétique mondiale. Le détroit d'Ormuz représente 1/5 de la production mondiale de pétrole en transit quotidien. En temps normal, il voit passer environ 18 à 20 millions de barils par jour. Sa fermeture, même partielle, même psychologique, même fondée sur la seule peur de mine dont le nombre exact est inconnu, produit des effets immédiats sur des marchés qui fonctionnent à l'anticipation autant qu'à la réalité physique. Il n'y a pas besoin de bloquer physiquement chaque navire. Il suffit que les assureurs considèrent le risque comme inassurable, que les compagnies maritimes décident que la marge sur la cargaison ne couvre pas la prime de guerre et le détroit se bloque tout seul. L'Iran a compris cela. Le CENTCOM ne semblait pas l'avoir compris. La résolution présentée au Conseil de sécurité de l'ONU par Bahreïn et les membres du Conseil de coopération du Golfe, soutenus par 135 pays membres, condamnait toute action ou menace de l'Iran visant à fermer, entraver ou interférer de quelque manière que ce soit avec la navigation internationale dans le détroit. 135 pays. Et pourtant, le 12 mars, 3 navires supplémentaires avaient été touchés par des projectiles inconnus à proximité du détroit. Les résolutions de l'ONU ne drainent pas les mines. Ce que l'Iran est en train de démontrer avec cette stratégie minière, c'est la limite ultime de la puissance militaire conventionnelle dans un environnement où l'adversaire a choisi le bon terrain de combat. Les États-Unis ont des porte-avions, des destroyers, des sous-marins nucléaires,
des systèmes antimissiles qui interceptent des projectiles à des vitesses hypersoniques, des avions furtifs et des satellites qui couvrent chaque kilomètre carré du Golfe. Et face à tout cela, l'Iran pose des mines depuis des bateaux de pêche reconvertis, la nuit, dans des eaux peu profondes où les sonars fonctionnent mal, et crée une situation que les porte-avions ne peuvent pas résoudre parce qu'aucun porte-avions ne peut draguer des mines. La réponse à la mine, c'est le chasseur de mines. Et l'US Navy, qui a démantelé ses capacités en ce domaine depuis des années, en pariant que la supériorité technologique rendrait ce type de guerre obsolète, se retrouve avec le talon d'Achille que ses propres stratèges avaient pourtant signalé. Macron, pour sa part, a déclaré n'avoir pas la confirmation du minage, ni par ses propres services, ni par des partenaires. Cette prudence diplomatique est compréhensible. Confirmer officiellement le minage obligerait la France à prendre position sur ce qu'elle ferait en réponse. Et la France n'a pas envie de le faire. La marine française a pourtant dépêché le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, accompagné d'une frégate espagnole et de navires grecs. Mais le Charles de Gaulle en Méditerranée orientale ne résout pas le problème des mines dans le détroit d'Ormuz. Il est là pour montrer la bannière, pour signifier une solidarité atlantiste qui ne se traduit pas en capacité opérationnelle de contre-minage dans le Golfe. L'agence maritime britannique UKMTO a dit la vérité de façon très factuelle dans ses communications. Les passages de pétroliers dans la zone ne représentent plus que 10 à 15% du volume habituel. Les primes d'assurance contre les risques de guerre ont été multipliées par plus de 10 pour les navires qui opèrent dans la région. Plusieurs grandes compagnies de transport ont suspendu leurs traversées. Ces chiffres disent ce que les communiqués officiels taisent. Le détroit est, pour toute fin pratique commerciale, fermé. Pas parce que l'Iran a physiquement bloqué chaque navire, parce que les acteurs économiques qui font fonctionner le commerce mondial ont décidé que le risque était trop grand. Et cette décision est rationnelle. Parce que la mine, comme l'a dit l'ancien haut gradé français, n'a pas besoin de couler tous les navires. Il suffit que la première coque saute. L'Iran a également transmis un message diplomatique de grande subtilité à travers la gestion de ce minage. Les gardiens ont laissé entendre, selon plusieurs sources, que les navires battant pavillon de pays arabes ou européens qui expulseraient les ambassadeurs américains et israéliens de leur territoire pourraient obtenir l'autorisation de traverser le détroit. Cette offre, aussi improbable qu'elle soit dans sa forme concrète, dit quelque chose d'important sur la vision iranienne de ce conflit. Ce n'est pas une guerre contre le commerce mondial en général. C'est une pression spécifique contre les alliés et les complices des États-Unis et d'Israël. L'Iran ne veut pas détruire l'économie mondiale. Il veut faire payer à ceux qui ont permis ou soutenu cette guerre le coût de leur choix et laisser ouvertes des voies de sortie à ceux qui n'ont pas de raison de souffrir de ses conséquences. Cette nuance, cette capacité à distinguer entre ennemis et non-ennemis dans la gestion du détroit est invisible dans les tweets de Trump, mais elle est parfaitement visible pour les analystes qui regardent la situation avec les yeux des nations qui ne participent pas au conflit. La Chine, dont les importations pétrolières dépendent massivement du Golfe, observe avec attention. Les navires chinois, selon certaines informations qui circulaient à LCI et ailleurs, auraient reçu une forme de laissez-passer informel des gardiens. Ce n'est peut-être pas vérifiable officiellement, mais si c'est vrai, cela dit quelque chose d'immense sur la sophistication de la stratégie iranienne. En gérant la fermeture d'Ormuz comme un instrument politico-diplomatique plutôt que comme une barrière aveugle, l'Iran évite de se mettre à dos la Chine dont il a besoin, tout en maximisant la pression sur les États-Unis dont il veut le départ. Les menaces de Trump ont continué de s'accumuler dans les heures qui ont suivi la révélation du minage. Il a promis de frapper l'Iran 20 fois plus fort si le détroit restait bloqué. Il a écrit sur Truth Social les mots « mort »,« feu » et fureur, dans une formulation que les historiens rapprocheront de celle qu'il avait utilisée contre la Corée du Nord en 2017, une menace qui avait fait beaucoup de bruit et peu d'effet. Il a annoncé avoir détruit d'abord 10, puis 16, puis 28 navires poseurs de mines, des chiffres qui changeaient avec la même vitesse que ses humeurs, reflétant une administration qui gère la communication avant les faits, plutôt que les faits avant la communication. Il a assuré dans le même temps que la guerre était pratiquement finie, que l'Iran n'avait pratiquement plus rien en termes militaires, que les États-Unis étaient très en avance sur leur calendrier de 4 à 5 semaines. Et pendant ce temps, les 3 navires supplémentaires étaient des frappés à proximité du détroit. Les marchés continuaient d'osciller entre la panique et l'espoir à chaque déclaration contradictoire de la Maison-Blanche, et l'Iran continuait de garder 90% de ses mines sous l'eau, au sens propre comme au sens figuré. La question fondamentale que cette séquence pose n'est pas celle du nombre de mines déployées, c'est celle du temps. Chaque jour qui passe avec un détroit paralysé est un jour de plus pendant lequel l'économie mondiale absorbe un choc pour lequel elle n'était pas préparée.
Les réserves stratégiques de pétrole, dont l'Agence internationale de l'énergie a convoqué une réunion extraordinaire à Paris le 11 mars pour évaluer la nécessité de les mobiliser, ne sont pas illimitées. Les fonds souverains des pays du Golfe peuvent amortir quelques semaines de prix élevés. Les consommateurs américains peuvent supporter 1 mois ou 2 de prix à la pompe à 4 $ avant que la grogne ne devienne insupportable politiquement. Mais une fermeture qui dure des mois, voire des années selon le scénario du déploiement de la moitié de l'arsenal iranien, c'est quelque chose que ni les réserves, ni les fonds souverains, ni la rhétorique de Truth Social ne peuvent absorber. C'est là que la mine navale révèle sa véritable nature dans cette guerre. Elle n'est pas simplement une arme militaire. Elle est une arme économique, politique et psychologique. Elle est le chapitre final de la stratégie iranienne d'attrition qui consiste non pas à battre les États-Unis militairement, ce qui serait impossible, mais à rendre le coût de cette guerre insupportable pour l'économie américaine, pour l'opinion publique américaine et finalement pour la décision politique américaine. À 53%, les Américains s'opposaient déjà à cette guerre selon les sondages Quinnipiac du début mars. À 4 $, l'essence à la pompe, ce pourcentage monte. À 120 $ le baril, il monte encore. Et quand une mine fait sauter un pétrolier en direct devant les caméras des agences qui couvrent le Golfe, il monte d'une façon que nul calcul électoral ne peut ignorer. L'Iran a compris cela depuis longtemps. Il ne combat pas pour gagner cette guerre, il combat pour que l'adversaire n'arrive pas à la gagner. Et pour que l'adversaire, épuisé par les coûts économiques, les pertes politiques, la pression des alliés et la réalité de marché énergétique en crise, commence à chercher une sortie. Les mines du détroit d'Ormuz sont la manifestation la plus parfaite de cette stratégie. Quelques dizaines d'engins posés discrètement dans des eaux sombres, et voilà Trump qui rédige des ultimatums à 3 heures du matin, voilà le secrétaire à l'énergie qui publie puis supprime des tweets embarrassants, voilà les prix du brut qui oscillent de plus de 20 $ en une seule journée, voilà les compagnies maritimes qui suspendent leur traversée, voilà le monde entier qui retient son souffle en regardant un détroit de 39 km décider en partie du sort de l'économie mondiale. Ce que l'administration Trump appelait une petite excursion de quelques jours s'est transformé en une guerre de 12 jours contre un adversaire qui n'a pas encore montré ses cartes les plus importantes. Et parmi ces cartes, les mines du détroit d'Ormuz représentent peut-être celles qui forcent les décideurs américains à se poser la question qu'ils refusèrent de poser depuis le premier jour. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne s'arrête pas ? La réponse honnête, celle que ni Trump, ni Hegseth, ni les porte-paroles de la Maison-Blanche ne prononceront publiquement, est que personne à Washington ne le sait vraiment. Et c'est précisément ce que l'Iran voulait démontrer en posant ses mines dans les eaux sombres du détroit. Analyse rédigée le 12 mars 2026. Source, RTS, Le Grand Continent, Time Magazine, France 24, France Info, Euronews, El Watan, Radio-Canada, ici RC, L'Avenir, CNN, AFP, UKMTO, IFRI, Institut français des relations internationales, Centre pour la stratégie maritime américain, il reste un angle que les analyses militaires et économiques ont tendance à oublier parce qu'il est moins spectaculaire que les missiles et moins mesurable que le prix du baril. C'est l'angle humain. Dans le détroit d'Ormuz, au milieu de cette guerre entre États et entre doctrines, ce sont des marins qui naviguent. Des hommes et des femmes ordinaires, pour la plupart originaires de pays pauvres d'Asie du Sud, des Philippines, du Bangladesh, du Sri Lanka, de l'Inde, qui travaillent sur ces navires de commerce pour envoyer de l'argent à leurs familles. Les 23 membres d'équipage du vraquier thaïlandais touché le 11 mars, dont 3 ont dû être secourus en urgence. Les équipages des porte-conteneurs et des cargos qui ont essuyé des projectiles sans que l'origine officielle de ces projectiles soit encore établie. Ces marins n'ont rien décidé de cette guerre. Ils naviguent dans des eaux qui sont devenues un champ de bataille sans qu'on leur ait demandé leur avis, pour des salaires qui n'ont jamais inclus une prime de guerre suffisante pour compenser le risque de finir en flammes à quelques kilomètres d'une côte iranienne. Cette réalité humaine invisible dans les tweets de Trump et dans les communiqués du CENTCOM est pourtant au cœur de ce que l'Iran a accompli avec sa stratégie minière. Il a transformé le détroit d'Ormuz en zone de guerre authentique, au sens où les personnes qui s'y trouvent risquent de leur vie, où les compagnies d'assurance refusent de couvrir les risques, où les armateurs hésitent à envoyer leurs équipages. Et cette transformation psychologique du passage en zone mortelle est peut-être plus efficace à court terme que n'importe quel nombre de mines effectivement posées. La comparaison avec la guerre des tankers des années 1980 s'impose ici avec une précision que les historiens maritimes apprécieront. À l'époque, l'Iran et l'Irak ciblaient les navires de l'adversaire dans le Golfe. Les États-Unis avaient finalement escorté les tankers koweïtiens en les rebaptisant sous pavillon américain pour les protéger.
Cette opération, baptisée Ernest Will, avait mobilisé des dizaines de navires de guerre, coûté des vies américaines et duré plusieurs années. Elle avait fini par assurer une forme de passage sécurisé, mais à un coût politique, humain et économique que personne n'avait anticipé au départ. Ce précédent est parfaitement connu des planificateurs iraniens. Et s'ils ont choisi de recourir aux mines maintenant, au 12e jour d'une guerre qui devait durer 48 heures, c'est qu'ils ont calculé que les États-Unis n'ont plus, en 2026, les mêmes capacités de contre-minage qu'en 1987 et que le contexte politique intérieur américain ne supporterait pas une opération Ernest Will 2.0 qui s'étalerait sur des années. L'Iran n'a pas piégé seulement les eaux du détroit avec des mines. Il a piégé la logique entière de l'opération Epic Fury. Cette opération était fondée sur la certitude que la puissance militaire américaine, son aviation, ses missiles de précision, ses porte-avions, suffiraient à soumettre l'Iran en quelques jours. Cette certitude avait ignoré la géographie, ignoré l'histoire de la guerre des tankers, ignoré les doctrines iraniennes de guerre asymétrique, ignoré les arsenaux de mines et de drones, ignoré la profondeur de la préparation iranienne à exactement ce scénario. Et maintenant, au 12e jour, Trump menace depuis Truth Social pendant que l'Iran garde 90% de ses mines sous l'eau et que le monde entier regarde un détroit de 39 km de large dicter les termes de la prochaine phase de cette guerre que personne à Washington ne sait comment conclure. Les mines sont silencieuses. Elles attendent. Et leur silence est peut-être la réponse la plus éloquente que l'Iran ait donnée aux 12 jours de frappe qui ont brûlé ses villes, tué plus de 1200 de ses citoyens et détruit une partie de ses infrastructures. Un silence armé, patient, stratégique, posé au fond d'un détroit que le monde entier a besoin de traverser et que personne ne peut ouvrir de force sans un plan que Washington n'a manifestement pas. Il y a une dernière ironie dans cette séquence qui mérite d'être notée. Les États-Unis, depuis Alfred Thayer Mahan et sa théorie de la puissance maritime publiée à la fin du 19e siècle, ont construit leur hégémonie mondiale sur la capacité à contrôler les points de passage stratégiques. Hormuz, Malacca, Bab el-Mandeb, Gibraltar. Celui qui contrôle les détroits contrôle le commerce. Celui qui contrôle le commerce contrôle le monde. C'est sur cette logique que les États-Unis ont bâti leur réseau mondial de bases navales, leur groupe aéronaval, leur présence permanente dans le Golfe. Et c'est précisément cette logique que l'Iran est en train de retourner contre ses héritiers, en démontrant que quelques dizaines de mines posées par des petites embarcations nocturnes peuvent faire ce que des décennies de présence navale américaine dans le Golfe étaient censées empêcher. Le détroit d'Ormuz appartient, pour le moment, à celui qui y a posé ses mines. Et celui-là n'est pas le pays qui a les porte-avions